was the first death at an official Grand Prix for 12 years. Chicane on the TV, they carry a lot of speed. Oh. And Ratzenberger has had a heavy shunt indeed. Dans le monde de la vitesse, où chaque décision se joue en une fraction de seconde, Roland Ratzenberger n'était pas un nom promis à la gloire facile. Né le 4 juillet 1960 à Salzbourg, en Autriche, il grandit au milieu du bruit des moteurs et du rêve de piloter un jour sur les circuits légendaires. Contrairement à beaucoup de ses rivaux issus de familles fortunées ou de programmes de formation prestigieux, Roland est parti de rien. Dans une interview donnée peu avant son arrivée en Formule 1, il avait déclaré « Je n'ai pas d'argent, mais j'ai du cœur et de la volonté ». Cette phrase allait résumer toute sa vie. Son enfance fut rythmée par les courses de kart qu'il réparait lui-même, faute de moyens. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, représentait un pas vers le sommet. Mais la route vers la Formule 1, le pinacle du sport automobile, s'avéra longue et semée d'embûches. Dans les années 1980, alors que ses contemporains accédaient déjà aux grandes équipes, Roland sillonnait l'Europe, disputant des courses de Formule Ford, de Formule 3000 et même les 24 heures du Mans. Il n'avait ni mécène, ni sponsor puissant, seulement une détermination sans faille et la foi qu'un jour, la fin lui ouvrirait enfin la porte. Et ce jour arriva, tardivement, en 1994. À 33 ans, un âge où beaucoup pensent déjà à raccrocher le casque, Roland obtint enfin une chance. La jeune écurie Simtech, fondée par le brillant ingénieur Nick Wirth, cherchait un pilote expérimenté, capable d'apporter un soutien financier minimal. Roland cochait toutes les cases, un budget modeste, de l'expérience et une ténacité rare. Le contrat fut signé, le rêve devenait réalité, mais ce rêve avait un goût amer. La Simtex 9 140 et 1, la monoplace qu'il devait piloter, était une voiture fragile, conçue à la hâte et avec des ressources limitées. Dans l'univers impitoyable de la F1, où chaque millimètre d'aérodynamique compte, Simtech faisait figure de petit pousset. La voiture manquait de stabilité, vibrait dans les courbes rapides et semblait imprévisible à haute vitesse. Roland le savait. Pourtant, il s'accrochait à cette opportunité, prêt à risquer tout ce qu'il avait pour prouver qu'il méritait sa place, ne serait-ce que pour une course. Le 17 avril 1994, il disputa son tout premier Grand Prix sur le circuit japonais d'Aida. La Simtech n'était pas compétitive, mais Roland termina la course à la 11e place, un résultat honorable pour une équipe débutante. Dans le paddock, il esquissa un léger sourire et déclara à un journaliste autrichien « Ce n'est qu'un début. Attendez Imola, je ferai mieux ». Ce furent ses derniers mots publics. 2 semaines plus tard, le Grand Prix de Saint-Marin 1994, seconde annonçait comme une grande fête du sport automobile. Le circuit d'Imola, synonyme de vitesse et de légende, allait pourtant devenir le théâtre d'un drame. Roland savait que sa place enfin dépendait de sa performance en qualification. S'il échouait à se qualifier, son contrat avec Simtech pourrait être annulé. Chaque tour comptait, chaque millième de seconde pouvait décider de son avenir. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Les mécaniciens de Simtech se souviennent d'un homme calme, discipliné, toujours souriant malgré les problèmes techniques incessants. Dans un paddock dominé par la tension, Roland restait humble, concentré, poli avec tout le monde. David Brabham, son coéquipier et fils de la légende Jack Brabham, raconta plus tard. Roland n'avait pas peur, il n'avait qu'une chose en tête, courir. La veille du drame, le 29 avril, après une séance d'essais difficile, Roland appela sa mère en Autriche. Il lui dit « Demain, je donnerai tout. Je sens que je progresse ». Ce furent leurs derniers mots. Le lendemain matin, il s'installa dans la voiture numéro 32, attacha ses harnais et lança le moteur Ford V dont le rugissement résonna dans tout Imola. Autour de lui, personne ne savait que ce bruit allait être le dernier de sa vie. Pour Roland Ratzenberger, cette journée du 30 avril 1994 devait être celle de la confirmation, celle où il prouverait enfin qu'il appartenait à ce monde. Mais sur un circuit où les légendes avaient autrefois triomphé, son rêve allait s'achever brutalement. Quelques heures plus tard, à 314 km/h, dans une fraction de seconde, le destin frappa. L'homme qui avait passé sa vie à courir après une chance allait mourir en l'ayant enfin saisi. Le matin du 30 avril 1994, seconde ouvrit sous un ciel clair et tranquille au-dessus d'Imola. Le soleil caressait l'asphalte du circuit Autodromo Enzo, le Dino Ferrari, symbole de vitesse et de passion. Personne dans le paddock ne pouvait imaginer que,
Quelques heures plus tard, ce lieu deviendrait le théâtre de l'une des tragédies les plus sombres de l'histoire du sport automobile. Roland Ratzenberger arriva tôt, fidèle à lui-même, il salua les mécaniciens avec un sourire, serra la main de chacun et vérifia personnellement ses harnais et le volant de sa Simtex 9 141. Aucun membre de l'équipe ne savait qu'ils voyaient leur pilote vivant pour la dernière fois. Ce matin-là, Roland n'avait qu'un seul objectif, se qualifier pour la course du lendemain. Pour lui, ce n'était pas simplement une compétition, mais une question de survie et de rêve. Il savait que, sans qualification, son contrat avec Simtech pouvait être annulé. Pendant que d'autres pilotes discutaient encore des réglages, Roland, silencieux, enfila son casque, s'attacha et mit en marche le moteur. Le grondement grave du Ford Cosworth V8 résonna sur les tribunes encore clairsemées. Ses ingénieurs l'observaient en silence. Ce pilote autrichien discret, déterminé à tout risquer dans une voiture instable, simplement pour prouver qu'il méritait sa place. La séance de qualification débuta. Roland roulait avec précision, concentré, déterminé. Au 4e tour, il améliora son chrono, mais dans le virage d'Aak Minerali, sa voiture glissa légèrement sur le vibreur et toucha le bord de la piste. L'impact, minime en apparence, endommagea l'aileron avant. Il sentit une légère vibration dans le volant, mais la prit pour un simple déséquilibre du circuit. L'équipe, en observant les données de télémétrie, remarqua une anomalie, mais ne l'appela pas immédiatement au stand. Quelques secondes plus tard, le compte à rebours du destin s'enclencha. Sur la longue ligne droite menant au virage Villeneuve, la Simtech accéléra à plus de 310 km/h. Soudain, l'aileron, avant se détacha complètement, glissa sous la voiture et fit perdre toute adhérence aérodynamique. Le train avant se souleva, la voiture devint incontrôlable. En une fraction de seconde, Roland quitta la trajectoire et s'écrasa de plein fouet contre le mur en béton à 314 km/h. Le choc fut d'une violence inouïe. Le châssis en fibre de carbone se fissura, l'avant de la voiture fut pulvérisé et la force de l'impact se transmit directement à la nuque du pilote. Le résultat, une fracture de la base du crâne, basilar skull fracture. Une blessure presque toujours fatale. La Simtech glissa le long du mur avant de s'immobiliser dans un nuage de poussière blanche. Les commissaires de piste coururent immédiatement. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, Ratzenberger était toujours assis, la tête penchée sur le côté, son casque blanc et noir fissuré. Aucun mouvement. Une fine traînée de sang s'échappait du casque. Le silence s'abattit sur le circuit. Le docteur Sid Watkins, responsable médical de la FIA, fut le premier à arriver. Il raconta plus tard. « Quand j'ai retiré son casque, j'ai su qu'il était déjà mort. Mais nous devions tout tenter. Les secours pratiquèrent la réanimation sur place, puis le transportèrent par hélicoptère à l'hôpital Maggiore de Bologne. Sur le circuit, tout s'arrêta. Les pilotes, les mécaniciens, le public, tout le monde observait les écrans, muet. Dans le stand Williams, Ayrton Senna regardait les images du Simtech violet et noir complètement détruit. Son visage se figea. Il ne prononça qu'une phrase. « Mon Dieu !» À l'hôpital, les médecins luttèrent en vain pendant plus d'une demi-heure. À 14h15, Roland Ratzenberger fut déclaré mort. Cause du décès, fracture du crâne et blessure cervicale grave. Lorsque la nouvelle parvint au circuit, le silence envahit Imola. Ayrton Senna, qui avait déjà vu tant d'accidents, s'effondra sur sa chaise. Il se rendit ensuite au centre médical où reposait le corps de Roland, s'agenouilla à côté de lui et pleura. Dans le garage Simtech, son coéquipier David Brabham resta assis, la tête entre les mains. Certains mécaniciens pleuraient ouvertement. C'était comme si tout le paddock venait de comprendre à quel point la vie, en Formule 1, tenait à peu de choses. Dès cet instant, l'atmosphère à Imola changea du tout au tout. L'enthousiasme laissa place à la peur. Ayrton Senna dit à Sid Watkins « Nous ne pouvons pas continuer ainsi ». Watkins tenta de le convaincre d'abandonner la course du lendemain. Senna répondit simplement « Si je ne cours pas, je ne suis plus moi-même ». Personne ne savait encore qu'à peine 24 heures plus tard, la même piste verrait mourir le plus grand champion de sa génération. La mort de Roland Ratzenberger fut un avertissement, mais personne ne voulut l'entendre. Pour la Formule 1, c'était le premier décès depuis 12 ans, le début d'un week-end noir qui allait tout changer. Pour ceux qui avaient connu Roland, c'était avant tout la fin d'un rêve magnifique, brutalement brisé par le destin. Imola, après-midi du 30 avril 1994,
Après le terrible accident dans le virage Villeneuve, un silence pesant tomba sur tout le circuit. Plus de rugissements de moteurs, plus d'applaudissements, plus de radio. Seulement un vide glacé. Tout le monde dans le paddock savait que quelque chose d'horrible venait de se produire. Dans le garage Simtek, l'équipe était figée. Les ingénieurs, les mécaniciens, les techniciens, tous restaient immobiles. Certains tenaient leur tête entre les mains, d'autres pleuraient. Le nom Roland Ratzenberger retentit dans les haut-parleurs lorsque la direction de course annonça un accident grave. Quelques instants plus tard, le message apparut sur les écrans. Séance suspendue jusqu'à nouvel ordre. Personne ne parla. L'air semblait coupé au couteau. Dans le stand Williams, Ayrton Senna restait assis devant l'écran, le regard fixé sur les images du Simtex 9 140 et un violet et noir broyé contre le mur. Le temps paraissait suspendu. Lui, d'ordinaire si fort et si concentré, ne dit rien. Plusieurs témoins racontèrent qu'il resta là, immobile, les mains jointes, le regard vide. Il avait vu des accidents avant, mais cette fois, quelque chose était différent. Une ombre, un pressentiment s'insinua dans son esprit. Quelques minutes plus tard, Senna se leva et se dirigea vers le centre médical. Là, le corps de Roland Ratzenberger venait d'être ramené. Une couverture blanche recouvrait son torse, son casque, fendu, posé à côté. En entrant, Senna aperçut le docteur Sid Watkins, son ami et médecin de la FIA. Watkins leva les yeux et murmura « Ayrton, il est parti ». Senna baissa la tête, s'approcha lentement, posa sa main sur la couverture et pleura. Il ne se connaissait pas vraiment, mais Ayrton se voyait en lui. Un homme qui vivait et mourait pour la vitesse, pour le rêve. En quittant la salle, il dit doucement à Watkins « Sid, je ne peux plus supporter ça. Peut-être qu'on devrait arrêter. » Watkins posa une main sur son épaule et répondit calmement « Ayrton, ne cours pas demain. Tu as tout prouvé, tu n'as plus rien à démontrer. » Senna resta silencieux, regarda par la fenêtre les courbes paisibles d'Imola, baignées de soleil, et murmura « Si je ne cours pas, je ne suis plus moi-même. » Touilly. Dans la soirée, la FIA annonça que le Grand Prix de Saint-Marin se tiendrait malgré l'accident. Plusieurs pilotes étaient choqués, mais peu osèrent protester publiquement. À cette époque, la Formule 1 vivait encore dans une culture du risque, où la mort faisait partie du jeu. Chez Simtek, les mécaniciens rangèrent le matériel en silence. La voiture numéro 32 fut recouverte d'une bâche violette. Quelqu'un y déposa une fleur. Le fondateur de l'équipe, Nick Wirth, resta seul dans le camion technique, les yeux fixés sur l'écran de télémétrie. Les dernières données s'étaient arrêtées à 314 km/h. Pas un mot, juste cette réalité brutale, un chiffre et une fin. Son coéquipier David Brabham raconta plus tard « Quand j'ai vu les données, j'ai compris qu'il n'y avait aucun espoir. Le choc avait été trop violent. Mais le pire, c'est qu'il riait encore quelques minutes avant. Il disait que la voiture se comportait enfin mieux. Pendant ce temps, les médias s'agitaient à l'extérieur. Les caméras filmaient le paddock, les journalistes murmuraient, les micros se tendaient. Un reporter demanda à Senna ce qu'il ressentait. Il répondit simplement, d'une voix basse, « Aujourd'hui, nous avons perdu quelqu'un ». Puis il s'éloigna, sans un mot de plus. À Salzbourg, en Autriche, les parents de Roland reçurent le coup de fil. La voix de l'autre côté de la ligne tremblait. La mère hurla, le père resta muet. Les voisins arrivèrent, allumant des bougies autour de leur maison. Toute l'Autriche fut bouleversée. Le fils discret et travailleur qui avait poursuivi son rêve pendant des années venait de mourir au moment où il l'avait enfin touché du doigt. Ce soir-là, dans le paddock, une petite veillée eut lieu. Pas de caméra, pas de discours. Juste quelques pilotes et mécaniciens rassemblés autour de la voiture recouverte. Quelqu'un murmura « Roland est mort pour son rêve, mais au moins, il l'a vécu jusqu'au bout. » Senna resta là, les bras croisés, les yeux rouges. Un journaliste français écrivit plus tard, il ne dit pas un mot, il regarda la voiture pendant 15 minutes, puis partit sans un son. Cette nuit-là, le circuit d'Imola ne fut plus un lieu de course, mais un lieu de deuil. Les lumières des stands se reflétaient sur le mur gris de la Villeneuve. Le vent soufflait doucement, comme une voix lointaine murmurant « Tu as poursuivi ton rêve et tu t'es endormi sur cette route ». Le matin du 1er mai 1994, un silence pesant planait sur Imola. L'air semblait lourd, saturé d'angoisse.
Tout le monde savait que cette journée ne serait pas comme les autres. La mort de Roland Ratzenberger, survenue la veille, avait bouleversé le paddock tout entier. Personne ne parlait, personne ne souriait. Dans le garage de Simtek, les mécaniciens et les ingénieurs restaient immobiles, abattus. Au fond, la voiture couverte d'une bâche violette rappelait cruellement que les rêves pouvaient se briser en une fraction de seconde. Dans les autres stands, le silence régnait aussi. Chacun savait que prendre le volant ce jour-là signifiait affronter la peur. Après l'accident, la FIA avait convoqué une réunion d'urgence. Max Mosley, Charlie Whiting et plusieurs ingénieurs conclurent que le circuit d'Imola restait sûr et que la course aurait bien lieu. Pour beaucoup, cette décision fut froide, presque inhumaine. Mais en 1994, la Formule 1 était une machine gigantesque, impossible à arrêter. Trop d'argent, trop d'enjeux, trop de fierté, on devait continuer. Personne ne savait qu'en moins de 24 heures, un drame encore plus terrible allait frapper. Ayrton Senna arriva très tôt au circuit. Il n'avait presque pas dormi. Dans sa voiture, il resta de longues minutes silencieux, les yeux perdus. Sur le volant de sa Williams FWZ, il avait collé un petit drapeau autrichien. Il voulait le brandir à la fin de la course, en hommage à Roland Ratzenberger. Ce drapeau, il ne l'a jamais levé. La course commença dans une tension palpable. Senna partit en pole position devant le jeune Michael Schumacher au volant de sa Benetton. Le public acclama, mais la joie avait disparu. En 7e tour, alors que la course semblait enfin stabilisée, la Williams de Senna perdit soudainement le contrôle dans la courbe de Tamburello et alla s'écraser de plein fouet contre le mur de béton à plus de 300 km/h, à moins de 200 mètres du lieu où Roland avait trouvé la mort la veille. Le monde entier retint son souffle. En une fraction de seconde, la Formule 1 venait de perdre un autre homme, une légende. Ayrton Senna, triple champion du monde, héros de tout un peuple, venait de mourir. 2 morts en un seul week-end. 2 destins unis par la même piste, la même vitesse, le même rêve. Les médias du monde entier se concentrèrent sur Senna. Son nom fit la une de tous les journaux. La tragédie de Roland, elle, s'effaça dans l'ombre. Pourtant, dans le paddock, tout le monde savait que Ratzenberger avait été le premier à tomber, celui qui avait lancé le signal d'alarme que personne n'avait entendu. Après les 2 funérailles, la douleur se transforma en colère. Les journaux titraient « La Formule 1 est devenue une machine à tuer » ou encore « Vitesse, argent et mort, le prix de la gloire ». Des milliers de lettres affluèrent au siège de la FIA, réclamant des comptes. Les pilotes eux-mêmes se révoltèrent. Gerhard Berger, Damon Hill, John Alesi et Michael Schumacher exigèrent des réformes. Schumacher déclara « Si un homme comme Senna peut mourir, alors aucun de nous n'est en sécurité ». La FIA fut contrainte d'agir. Max Mosley et Bernie Ecclestone annoncèrent la création de la commission de sécurité de la FIA, marquant le début d'une ère nouvelle pour la Formule 1. Des changements immédiats furent imposés, limitation de vitesse dans la voie des stands, élargissement des zones de dégagement, renforcement des monocoques, amélioration des harnais, des casques, des suspensions et création d'équipes médicales d'urgence pour chaque Grand Prix. Ces réformes, nées du sang et des larmes, allaient sauver des dizaines de vies dans les années suivantes. Mais pour Roland Ratzenberger, il était trop tard. À Salzbourg, ses funérailles eurent lieu dans la plus grande discrétion. Pas de caméras, pas de millions de fans, pas d'hymne national. Seulement sa famille, quelques amis, quelques pilotes autrichiens et une couronne envoyée par Simtek. Nick Wirth, le fondateur de l'équipe, resta debout, silencieux, le regard vide. Il savait qu'il n'avait pas seulement perdu un pilote, mais une partie de son âme. Quelques semaines plus tard, l'enquête technique révéla que l'aileron avant de la Simtex 940 et en avait été endommagé après une légère sortie de piste, mais que le problème n'avait pas été détecté à temps. Une simple erreur, quelques secondes d'hésitation, et une vie avait été fauchée à 314 km/h. Personne ne fut condamné, mais le constat était clair. Dans ce sport, une fraction de seconde peut décider entre la vie et la mort. Max Mosley déclara plus tard « Tout le monde se souvient de Senna, mais c'est Ratzenberger qui est mort pour réveiller la Formule 1. » Et il avait raison, car de la mort de Roland naquit un changement profond. Chaque voiture, chaque virage, chaque règle de sécurité porte aujourd'hui, quelque part, son héritage. Il n'était pas une star, pas un champion, mais il fut l'homme ordinaire qui donna sa vie pour que d'autres puissent survivre. Imola 1994 ne fut pas seulement une tragédie.
Ce fut le jour où la Formule 1 se regarda dans le miroir et comprit qu'aucun rêve, aucune victoire, aucune gloire ne vaut la vie d'un être humain. La mort de Roland Ratzenberger fut un choc silencieux, mais son écho résonna plus fort que n'importe quel moteur de Formule 1. On ne se souvient peu, être pas du nombre de tours qu'il a bouclé, ni de ses classements, mais quiconque a vécu le week-end tragique d'Imola en 1994 sait une chose. Roland a changé à jamais l'histoire du sport automobile. Il n'était pas une star, n'avait pas des millions de fans, ni une écurie puissante pour le soutenir. C'était un homme simple, un pilote habité par un rêve immense, courir, ne serait-ce qu'une fois, en Formule 1, non pas pour la gloire, mais pour la passion. Et c'est justement cette simplicité qui fit de lui un symbole, celui des rêveurs obstinés, de ceux qui n'abandonnent jamais même quand le destin semble déjà écrit. Après Imola, la FIA n'eut plus le choix. En quelques mois, la structure de sécurité de la Formule 1 fut entièrement repensée. Le système Hans, destiné à protéger la tête et le cou des pilotes, naquit directement de l'analyse de blessures similaires à celles de Roland, dont la nuque s'était brisée sous la violence du choc. Plus tard, le système Halo, cet arceau de titane entourant le cockpit, fut considéré comme l'ultime héritier de son sacrifice. Ces dispositifs sont devenus les symboles de l'évolution née de la tragédie, la preuve que chaque vie perdue a laissé une leçon indélébile. Désormais, plus personne ne considérait la sécurité comme acquise. Dans les années suivantes, à chaque accident, son nom revenait, non dans les larmes, mais dans la reconnaissance, car Roland fut celui qui tomba pour que les autres puissent continuer à vivre. En 2014, 20 ans après la tragédie, les pilotes modernes, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Jenson Button et Lewis Hamilton observèrent une minute de silence pour Senna et Ratzenberger sur le circuit d'Imola. Mais ce qui émut le plus, ce fut la redécouverte d'un symbole oublié, le petit drapeau autrichien que Senna avait collé sur son volant et qu'il comptait brandir en hommage à Roland après la course. Cette même bannière fut retrouvée dans les archives de Williams et exposée aux côtés de la photo de Ratzenberger, un hommage simple mais bouleversant. Ce jour-là, Vettel déclara « Sans leur mort, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui ». Une phrase courte, mais d'une vérité absolue. Dans ce sport, le progrès s'écrit souvent avec le sang. Dans sa ville natale de Salzbourg, Roland n'est pas considéré comme une victime, mais comme un fils qui a poursuivi son rêve jusqu'au bout. Sa tombe se trouve sur une petite colline, surplombant les montagnes enneigées où il faisait du ski enfant. Chaque année, les habitants et les passionnés de course viennent y déposer un bouquet de fleurs violettes, la couleur de Simtek, et une petite photo de lui, souriant dans sa combinaison violette et noire. Pas de drame, pas de pathos, seulement le respect et la paix. Sa famille dit souvent « Roland est mort là où il devait être, sur la piste ». Cette phrase fit réfléchir le monde entier. Dans un sport où tout se joue en millième de seconde, rares sont ceux qui vivent leur passion avec une telle intensité qu'ils sont prêts à tout sacrifier. Roland Ratzenberger faisait partie de ces rares élus. Il ne cherchait pas la gloire. Il voulait simplement piloter, une fois, pleinement, sincèrement, pour prouver que son rêve existait vraiment. Aujourd'hui, chaque fois que la fin parle de sécurité, son nom refait surface, discrètement, comme un murmure. Il n'a pas de statue, pas de film à son effigie, pas de musée, mais chaque virage plus sûr, chaque casque plus solide, chaque accident évité porte un peu de son héritage. C'est un legs sans nom, mais éternel. Roland n'a pas vécu assez longtemps pour voir ce changement, mais le monde a changé grâce à lui. Lorsqu'on demanda à Max Mosley pourquoi il avait choisi d'assister aux funérailles de Ratzenberger plutôt qu'à celles de Senna, il répondit simplement « Je suis allé vers Roland et parce que tout le monde allait vers Ayrton. Quelqu'un devait être aux côtés de l'homme ordinaire. » Cette phrase bouleversa des millions de personnes, car Roland représentait tous les anonymes, les héros silencieux qui ne montent jamais sur les podiums mais qui changent l'histoire. Et parfois, ce sont eux, les véritables héros. Si Ayrton Senna fut l'étoile la plus brillante du ciel de la Formule 1, Roland Ratzenberger en fut la lueur discrète à l'horizon, fragile, modeste, mais assez forte pour éclairer la route. Sa mort fut une perte, mais aussi un don. Le cadeau d'un réveil, offert à un monde qui, grisé par la vitesse, avait oublié la valeur de la vie. Et ainsi, plus de 30 ans plus tard, lorsque l'on évoque Imola 1994, on ne se souvient pas seulement de Senna. On se souvient aussi de Roland, l'homme qui n'a jamais lâché le volant jusqu'à son dernier souffle. 30 ans ont passé depuis que Roland Ratzenberger
a perdu la vie dans le virage Villeneuve d'Imola. Pourtant, chaque fois que la Formule 1 revient en Italie, chaque fois que le mot Imola apparaît sur le calendrier, un frisson parcourt encore le monde des passionnés. Car Imola n'est pas seulement un circuit. C'est un sanctuaire de rêves inachevés, un lieu où des hommes ont vécu, se sont battus et sont tombés pour que d'autres puissent continuer à vivre. Roland n'a disputé que 3 grands prix de Formule 1 et sa vie s'est arrêtée au 4e tour. Une carrière si courte qu'elle aurait pu sombrer dans l'oubli. Mais paradoxalement, c'est cette brièveté qui l'a rendu immortel dans l'histoire du sport automobile. Chaque fois qu'un pilote sort indemne d'un accident, chaque fois qu'un système de sécurité sauve une vie, une partie de cet héritage porte son nom. Roland n'est plus là physiquement, mais il est présent dans chaque châssis renforcé, dans chaque casque plus résistant, dans chaque nouvelle règle de sécurité. Les secondes de survie que possèdent les pilotes d'aujourd'hui ont été payées avec son sang et celui de ceux qui, comme lui, ont rêvé trop fort. Imola, après 1994, ne fut plus jamais la même. Les virages Villeneuve et Tamburello, là où Roland et Senna trouvèrent la mort, furent entièrement reconstruits. Les murs de béton disparurent, remplacés par de vastes zones de dégagement et de l'herbe verte. Mais malgré ces changements, personne n'a jamais oublié ce week-end noir. Les années suivantes, des bouquets de fleurs violettes furent déposés discrètement sur l'ancien mur. Pas d'inscription, pas de mots. Seulement ce geste silencieux qui disait tout. Un homme est mort pour que d'autres puissent vivre. Si Ayrton Senna est resté le héros légendaire de la Formule 1, alors Roland Ratzenberger en est le héros silencieux de la vie. 2 hommes, 2 destins, réunis par la même piste et le même sort, une étoile éclatante et une lumière discrète, éteinte sous le même ciel. Et c'est précisément cette dualité qui donne à Imola 1994 tout son sens. Dans le monde de la vitesse, toutes les vies ont la même valeur. Mais l'histoire de Roland ne s'arrête pas à la tragédie. Elle est aussi une leçon de courage, de persévérance et de pureté. Il n'avait ni trophée ni gloire, mais il possédait une passion absolue. Aujourd'hui encore, les jeunes pilotes qui débutent en Formule 1 entendent parler de lui, de cet homme qui a cru à son rêve jusqu'au bout, même si cela signifiait en payer le prix ultime. Des ingénieurs de Simtech se souviennent encore. Il ne se plaignait jamais. Il voulait seulement courir. Il disait « Laissez-moi piloter, je vous prouverai que je le mérite ». Et il l'a fait, au prix de sa vie. Sa mort a réveillé la Formule 1, mais pour ceux qui l'ont connue, elle a surtout révélé la pureté de son amour pour la vitesse. Sur les images d'archives, on le voit sortir du garage, ajuster ses gants, enfiler son casque et monter dans sa voiture avec un léger sourire. Quelques minutes plus tard, il n'était plus là. Et pourtant, dans ce sourire, on lit une paix intérieure, comme s'il savait qu'il vivait le moment le plus intense de sa vie. Il n'avait pas peur, car pour lui, piloter une voiture de Formule 1, c'était déjà avoir accompli un rêve. Et si ce rêve devait se terminer sur la piste, alors c'était une fin digne de lui. Aujourd'hui, Imola est un circuit moderne et sûr, mais sur le virage Villeneuve se dresse une stèle en mémoire de Roland Ratzenberger. Quelques mots y sont gravés. Roland Ratzenberger, 1960 bis 1994. He lived his dream. Roland Ratzenberger, 1960 à 1994, il a vécu son rêve. Il n'en faut pas plus, car son histoire parle d'elle-même, celle d'un homme ordinaire venu de Salzbourg qui écrivit l'un des chapitres les plus humains et les plus bouleversants de la Formule 1. Et ainsi, chaque fois que le drapeau à damier tombe à la fin d'une course, au milieu des acclamations et des lumières, on peut encore entendre, porté par le vent d'Imola, un murmure venu d'ailleurs. « Merci Roland, ton rêve a sauvé tant d'autres rêves.